Bon. Bonjour à tous. Alors désolé, on a eu, comme suivant la formule consacrée, les joies du direct. On a eu un problème de connexion avec LinkedIn. Nous avons été déconnectés du compte pendant quelques secondes, ce qui a suffi à déconnecter et à faire un faux départ. Donc désolé pour ce retard. Bienvenue à tous. Bienvenue dans ce grand live de LinkedIn. Je suis ravie de vous y accueillir. Je m'appelle Virginie Resson-Victor et je suis cofondatrice et porte-parole du Grand Défi des entreprises pour la planète, qui est donc l'organisateur de ce grand live. Le Grand Défi, je vous le rappelle, et ça va permettre peut-être à notre deuxième invité donner le temps d'arriver à notre deuxième invité. Le Grand Défi des entreprises pour la planète, c'est donc une initiative qui vise à fédérer les parties prenantes de l'entreprise et plus généralement le monde de l'économie pour mettre en place une économie qui soit durable pour tous, durable pour les entreprises, durable pour l'environnement et durable pour les citoyens. Et donc cette initiative, eh bien, va débuter officiellement le 15 février. Plutôt, elle va être lancée le 15 février prochain avec le lancement de la grande consultation, qui est la première phase du grand défi. Une consultation qui va s'adresser à tous les partenaires, tous nos partenaires, les partenaires du Grand Défi, que ce soit des entreprises, des associations, des salariés, des syndiqués, des territoires, des élus. Donc une très grande consultation sur le thème de la transition écologique des entreprises. Et à partir du mois de mai, eh bien, nous commencerons cette fois la grande délibération, qui est une phase où 150 représentants d'entreprises tirés au sort vont donc formuler des propositions concrètes, vérifiables, impactantes pour mettre en œuvre la transition écologique des entreprises. Et tout ça sera suivi d'une troisième phase à partir de l'automne de diffusion, de portage finalement de ces propositions. Donc aujourd'hui, le tirage au sort a commencé, la grande consultation commence la semaine prochaine, et donc on est très heureux. Les premières sessions sont programmées. Il y en a une par exemple en juin à Nantes, il y en a une en juillet à Montpellier. Donc on est vraiment ravis de voir cette initiative avancer, le nombre de partenaires et de marraines augmenter. Alors attendez. Il y a un petit problème. Je ne sais pas si, à la régie, comme on dit, vous pouvez renvoyer le lien ou appeler Sylvie Lemay. Je l'ai fait. Ah, ça y est, c'est gentil, c'est super. Merci Sandrine. Et donc aujourd'hui, on va parler du grand défi avec deux invités prestigieux. Je suis vraiment contente de les accueillir toutes les deux, parce que pour ne rien vous cacher, je les connais depuis, on a calculé tout à l'heure, depuis plus de 30 ans. Et donc et elles appartiennent à deux morceaux différents de mon parcours professionnel. Et donc les réunir dans une même session, pour moi, c'est un grand plaisir. Donc j'accueille d'abord Sandrine Dixon de Clèves, hein, qui est aujourd'hui coprésidente du Club de Rome, et puis devrait arriver très rapidement Sylvie Lemay, qui est déléguée, ambassadrice de France, déléguée à l'environnement et qui s'occupe plus particulièrement des questions liées à la biodiversité dans le cadre des négociations de la COP15 et des négociations prochaines à Kunming. Voilà, et donc on va aborder plusieurs questions. En fait, en réalité, moi j'ai préparé 4 questions pour nos deux invités, et puis à la suite de cela, écoutez, vous aurez la parole pour leur poser vos questions, que j'espère nombreuses. Vous étiez très nombreux à vous inscrire, donc on est vraiment ravis. J'espère qu'on n'a pas perdu trop de monde en cours de route. Apparemment, il y a beaucoup de participants en attente. C'est terrible Alors attendez, je suis désolée en même temps parce qu'on m'envoie plein de messages pour me dire si ça fonctionne pas. Bon, je vais laisser la régie s'en occuper. Et donc je vais tout de suite. Écoute Sandrine, je te propose que d'abord merci beaucoup d'être là, d'être restée malgré ces difficultés techniques. Et puis je pense que je vais tout de suite te poser la première question en laissant le temps à Sylvie d'arriver. La première question, elle porte sur la place de la science dans la décision politique. Il y a quelques jours, 1400 scientifiques ont signé une tribune pour déplorer l'absence des enjeux environnementaux dans la campagne présidentielle. Ils ne sont pas les seuls, mais ils en ont fait une tribune, alors que tous les sondages indiquent aujourd'hui que justement l'environnement, c'est une préoccupation absolument majeure des électeurs. Et parmi les raisons que ces scientifiques invoquent dans leur tribune, ils citent notamment la difficulté des médias et des candidats, qu'ils soient présidentiels et peut-être législatifs, enfin pour l'instant on est sur la campagne présidentielle, leur difficulté d'aborder des sujets complexes
mais aussi leur peur de soulever des questions qui sont jugées anxiogènes, ou encore la croyance que finalement ça n'intéresse pas le grand public, ce qui semblerait être faux d'après les sondages. Et c'est un appel qui fait écho évidemment au sentiment qu'on partage volontiers dans l'opinion, que les politiques finalement ils sont beaucoup plus intéressés, beaucoup plus sensibles plutôt, pardon, par l'intérêt des lobbies que par la parole des scientifiques. Et on l'a vu dans les débats sur la réintroduction des néonicotinoïdes ou de l'interdiction du glyphosate. Toi qui étais à Glasgow, Sandrine, quel regard tu penses à cette question? Surtout que à l'échelle du Club de Rome, cet appel des scientifiques qui succède à de nombreux autres, il fait écho évidemment à la réaction qu'avait provoquée il y a 50 ans, puisqu'on fête cette année le 50e anniversaire du rapport Halte à la croissance du Club de Rome. Et bien évidemment, cet appel fait écho à la réaction que ce rapport avait suscité à l'époque. Et donc, comment toi, 50 ans plus tard, tu analyses cette situation? Est-ce que, selon toi, dans ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu constates à Glasgow et ailleurs, l'alerte scientifique, elle peine encore à être entendue, ou est-ce qu'elle petit à petit, elle est davantage prise en compte dans la décision? Et puis, est-ce que tu peux nous dire aussi s'il y a des pays où les choses se passent différemment que la situation que je viens de décrire et qui décrit évidemment la campagne présidentielle française? C'est beaucoup de questions à la fois. Grosse question. Plusieurs dimensions que j'aimerais ajouter. Donc, la première, c'est le fait que j'apporte 50 ans d'histoire du Club de Rome qui ont déjà prédit en fait que nous allons droit dans le mur à cause de la croissance continuelle de la population et aussi de l'humanité, sans prendre en garde l'impact direct sur la planète. Mais j'aimerais bien apporter, Virginie, de là vient en fait notre parcours, c'est mon parcours scientifique à moi, depuis 35 ans, d'essayer d'aviser, de travailler avec différents politiciens, avec différents corporates, pour leur convaincre de l'importance de la science. Et donc, je suis toujours un peu partagée au niveau de cette question, parce que d'un côté, oui, il y a de l'évolution. On voit, par exemple, les jeunes dans la rue et tellement d'autres, des citoyens qui disent très clairement, et d'ailleurs, on vient de faire un sondage dans les G20, donc les pays des G20, qui démontre que même 75% des citoyens dans les pays des G20, et ça inclut la Chine, le Brésil, etc., sont tout à fait au courant des enjeux environnementaux, de l'impact qu'on est en train d'apporter sur la planète, et ils veulent vivre autrement. Et ce sondage, que ce soit la question sur comment ils vivent leur vie et leur conscientisation, démontre très clairement que dans tous ces pays-là, il y a une conscientisation. Donc, quel est le problème? Le problème, c'est qu'on a des leaders devant nous qui sont pris par des décisions à court terme, qui ne veulent pas en fait prendre des risques pendant en particulier des moments politiques où il y a des élections, qui aussi ne veulent pas vraiment regarder les problèmes systémiques en face, parce que bien sûr, il y a de gros enjeux. Et donc, même si il y a la population, en gros, qui dit on sait, parce qu'on a aussi une anxiété qui est en train de croître au niveau du changement climatique, on a une anxiété au niveau de la pandémie et on fait très bien les liens entre l'être humain, la pandémie, la perte de biodiversité et le climat. Donc, toutes les données sont là. On a la population qui dit maintenant ça suffit, on veut faire les choses autrement, mais on n'a pas les politiciens qui ont en fait le courage de faire quelque chose. Parce que, en fait, on est continuellement poussé par des décisions à court terme, que ce soit au niveau des corporates, que ce soit au niveau de nos décideurs, au niveau des gouvernements. Et quand on est face à des enjeux internationaux comme celui-ci, ce qui prime toujours, c'est les enjeux nationaux. Et ça, c'est ce qu'on a vu et ce qu'on voit maintenant dans les élections françaises, parce que, soyons très clairs, non seulement les scientifiques ont raison au niveau de l'élection française, mais la façon dont Macron est en train d'agir au niveau européen, qui est dictée par sa position française et le fait qu'il veut être élu,
dit que maintenant, il a poussé et le nucléaire et le gaz dans, par exemple, la taxonomie, où les scientifiques et les experts comme moi-même, depuis 3 ans, disent qu'on ne peut pas dire que le nucléaire et le gaz est vert. Cette décision est une décision purement politique, rien à voir avec la science, rien à voir même avec le marché énergétique, et tout à voir avec l'élection. Et donc, je vais terminer avec cela. Ça, c'est la complexité du jeu. Et c'est le plus gros problème auquel on doit faire face. Et c'est là qu'on essaye de travailler au sein du Club de Rome. Et là, je viens de quitter en fait une réunion de scientifiques au sein de la commission avec cette question qui est vraiment restée, qui est même si on a les données, même si on a la plupart de la population qui admet qu'il y a des problèmes, est-ce qu'on a le leadership qui est prêt à prendre les risques pour changer les choses? Merci, merci Sandrine. Et toi Sylvie, est-ce que, je ne sais pas si tu as entendu notre question, est-ce que tu peux, de ton point de vue, tu as été, non seulement tu es ambassadrice de France déléguée à l'environnement, et donc à ce titre-là, tu es impliquée dans les négociations sur pour la COP 15 sur la biodiversité, mais par ailleurs, dans ta carrière, tu as occupé plusieurs postes liés aux questions environnementales. Tu as été en particulier directrice du PNUE, tu as travaillé aussi à la Banque mondiale, si je me trompe pas. Oui, c'est ça. Et pareil, sur les questions d'environnement. Et donc, tu as un recul historique également, comme Sandrine, assez intéressant sur est-ce que tu vois les choses évoluer? Est-ce que tu vois que la parole scientifique influence? Et est-ce que tu vois que le débat public arrive à influencer les négociations internationales et la préparation des négociations internationales aujourd'hui? Alors, merci d'abord et bonjour à tous. Je suis ravie d'être là et de participer à cette émission du Grand Défi, qui est un beau projet. Alors, je vais tout de suite dire que pourtant, j'ai travaillé avec d'anciens du Club de Rome et beaucoup avec le Club de Rome, et j'aurai l'occasion de m'en expliquer. Mais alors, je ne suis pas du tout du même avis que Sandrine par rapport à l'absence de leadership et au manque de courage. Et je pense que on va pouvoir en débattre un petit peu plus tard peut-être, mais il faut quand même se rendre compte que ce n'est pas parce que les scientifiques ont raison que tout est faisable. Et donc les scientifiques ont un rôle particulier à jouer, les politiques en ont un autre, qui est de mettre en place des choses qui sont acceptables à un moment donné par leurs concitoyens. Et si les concitoyens veulent faire des choses, les concitoyens sont aussi totalement schizophrènes. Et c'est quelque chose qu'on sait tous. Et lorsque même nous, les plus convaincus pour l'environnement, ne sommes pas aujourd'hui nécessairement en train de mener une vie qui est totalement conforme à ce qu'il faudrait pour émettre seulement 2 tonnes de carbone. Pour plein de raisons, parce qu'on est à la fois prisonnier d'habitude, certes, ça c'est une mauvaise raison, mais aussi parce qu'il n'y a pas forcément de choses qui permettent de remplacer au fond un type de mode de vie et apporter des services qui ne sont peut-être pas équivalents, mais en tout cas qui permettent de continuer à remplir un certain nombre de fonctions. Donc, je pense que l'univers qui serait de dire les politiques n'ont aucun courage, c'est une méconnaissance de la façon dont ça se passe en réalité. Après, je vais revenir sur les scientifiques. Les scientifiques, pour moi, jouent un rôle clé, et ils ont toujours joué un rôle clé dans l'éveil et l'information, l'éveil des consciences et l'information. C'est évidemment leur rôle, et c'est cela, ils sont à l'origine de tout, si je puis dire. Ils sont à l'origine des grandes conventions internationales qui ont été négociées. Ils sont à l'origine du protocole de Montréal, c'est bien parce que, et qui est la première convention, le premier protocole qui s'est attaqué aux substances qui appauvrissaient la couche d'ozone. Et c'est bien parce que les scientifiques ont dit à un moment X ce qui se passait et ont montré le lien entre certaines substances et l'élargissement du trou dans la couche d'ozone au niveau des pôles, que les pays ont ensuite eu le courage, je suis désolée de le dire, mais oui, de signer un protocole qui d'ailleurs a marché. Et aujourd'hui, le trou dans la couche d'ozone s'est rétréci. Et pourquoi? Parce qu'effectivement, les scientifiques ont posé les choses et que derrière, il existait des technologies qui permettaient de remplacer celles qui étaient, je dirais, pas les bonnes. Donc ça, c'est comme ça que ça marche, si je puis dire.
c'est la même chose pour l'accord de Paris, c'est la même chose pour la biodiversité. Il y a des panels de scientifiques qui ont été créés spécifiquement, c'est le GIEC pour le climat, c'est l'IPBES qui a été créé plus tard pour la biodiversité, qui permettent au niveau international d'avoir tous les pays qui se mettent d'accord sur un constat scientifique. Et pour pouvoir traiter quoi que ce soit, il faut d'abord faire un constat. Et on demande aussi de plus en plus aux scientifiques d'aller plus loin que le constat, parce que dire on va dans le mur, je ne dirais pas que c'est facile à dire, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on peut poser. La vraie question, c'est comment on évite d'y aller. Et donc, de plus en plus, on demande aux scientifiques d'approfondir ce qu'ils disent. Et lorsque Sandrine dit c'est un scandale de mettre le nucléaire et le gaz sur la taxonomie verte, moi je dis très bien, alors pourquoi est-ce que les scientifiques de l'Agence internationale de l'énergie nous expliquent qu'il n'y a aucune façon à ce stade d'arriver à décarboner notre énergie sans passer par du nucléaire? Donc avoir des solutions qui sont alternatives et qui sont peut-être des solutions de court terme, qui ont beaucoup d'inconvénients par ailleurs, qui n'ont pas tous les avantages. Le nucléaire a l'avantage absolu en termes d'émissions de gaz à effet de serre, a un inconvénient absolu qui est qu'on est incapable de savoir ce qu'on va en faire, ce qu'on va faire des déchets. Donc c'est un autre point particulier. Et il va bien falloir que les scientifiques, de façon générale, réalisent que le monde est effectivement complexe et que ça n'est pas juste un point ou un autre, et que si on s'enferme dans un côté qui est le climat, on va détruire la biodiversité. Si on s'enferme que dans la biodiversité, on peut ne pas entièrement voir l'ensemble du sujet. C'est pour ça que lorsque j'étais au PNUE, mais il se trouve que j'y étais, mais ça aurait pu être quelqu'un d'autre, mais en tout cas, il y a un panel scientifique qui est moins connu, mais qui a été créé, qui s'appelle le panel international sur les ressources, et dont la mission est précisément cela, et elle a été créée avec d'anciens présidents du Club de Rome. Donc je pense que d'une certaine façon, nous avions cette imprimature, qui était précisément de regarder cela, c'est-à-dire quel est l'impact de nos activités, pas juste sur le climat, pas juste sur la biodiversité, mais sur l'ensemble des ressources, et quels sont, au fond, les arbitrages auxquels nous allons devoir faire face. Parce que ça n'est pas simple, on peut tout à fait traiter le climat en mettant des biocarburants partout. C'est simple. Et on s'est rendu compte que, non, ce n'était pas simple, parce que ça allait détruire probablement beaucoup de choses en matière agricole, que ça allait pomper l'eau, et que ça aurait d'autres inconvénients qui ne sont pas sur le climat, qui, eux, sont sur la biodiversité. Et faute de regarder ça, et c'est bien, je dirais, le rôle des décideurs politiques que de faire ces arbitrages-là. Pardon, Virginie. Pas du tout, non, c'est passionnant. Alors, j'aimerais bien répondre à un moment, oui. Virginie, si je peux. Oui, bien sûr. Mais comme on était sur la complexité, je pensais que tu pouvais peut-être répondre justement à propos, parce que tu t'intéresses aux questions systémiques et à la façon d'y répondre. Donc, je me disais que c'était peut-être comme ça que tu pouvais y répondre, parce que précisément, tu travailles sur des solutions concrètes. Donc, c'était, comme Parfait. tu veux, mais voilà. Hein. Parce que justement, moi, je trouve que le terme de la complexité, il est au cœur évidemment, il est au cœur du sujet. D'ailleurs, parmi les arguments qui sont opposés au mouvement écologiste, souvent pour justifier, par exemple, la non-interdiction du glyphosate, par exemple, comme tu viens de le faire, d'ailleurs, Sylvie, l'inscription du nucléaire et du gaz au rang des énergies acceptables pour la taxonomie verte. Eh bien, donc, cet argument, c'est celui de la complexité. Il y a quelques jours, on a entendu le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation qui a déclaré devant l'Assemblée que, je cite, « Le courage en politique, c'est de sortir du tout simplisme et d'affronter la complexité, surtout celle du vivant. » Et là, je fais évidemment, ça renvoie à ce que tu viens de dire, c'est lui. Et pour éclairer sa position, le ministre a souligné que le paradoxe à vouloir interdire l'usage du pesticide, parce que c'était ça dont il s'agissait, là on pourrait reprendre la question du nucléaire, tout en continuant d'importer des produits pour la production desquels on utilise ce pesticide, eh bien, ça n'est pas cohérent. Et c'est pareil pour le nucléaire. Interdire le nucléaire, il a été souvent dit que la décision d'arrêter le nucléaire en Allemagne
avait eu pour conséquence de faire augmenter le charbon et surtout de continuer à importer de l'électricité de France, qui est de l'électricité nucléaire. Donc, on est bien là au cœur d'une des problématiques de la crise écologique, c'est sa complexité. Et dans leurs tribunes, les scientifiques auxquels je faisais référence tout à l'heure disent bien eux-mêmes d'ailleurs que il ne faut pas réduire les enjeux écologiques à des choix binaires pour, contre, vert, gris, parce que ça finit par créer une espèce de prison intellectuelle. Ça bloque les négociations et ça oppose les partisans du nucléaire aux énergies renouvelables, comme si effectivement on ne pouvait pas, comme s'il était impensable de combiner les deux. C'est leur position, ce n'est pas, voilà, je ne me positionne pas en disant cela, mais c'est un enjeu important pour cette crise. Et en même temps, on sait aussi que la complexité du système économique mondial et les enjeux qu'ils engagent à tous les niveaux, eh bien, sont aujourd'hui tels que on ne pourra pas toujours invoquer la complexité sinon on va sans arrêt justifier la lenteur, l'inertie ou la demi-mesure. Et donc, c'est ça la question que je vais vous poser à tous les deux. Du coup, je vais commencer par Sandrine, puisque je sais que de ton côté, tu t'intéresses beaucoup justement aux questions de complexité, aux questions systémiques, c'est tout ton parcours, et tu t'intéresses aussi avec le Club de Rome à la façon de faire évoluer ce modèle dans sa complexité, puisque pour le Club de Rome, la crise écologique, c'est le produit direct du modèle économique lui-même et de son incompatibilité avec les limites planétaires. Et pas seulement en termes climat, biodiversité, mais de ressources de manière générale. Donc, est-ce que tu peux développer justement cette proposition-là, cette réponse-là, et nous parler aussi du projet que tu portes avec d'autres, qui s'appelle Earth for All? Absolument. Et merci parce qu'en fait, j'aimerais justement utiliser la complexité pour démontrer comme l'argumentation peut être très simpliste, et en particulier celle que Sylvie vient d'utiliser. Parce qu'elle a utilisé la complexité comme justement une raison pour ne pas faire ce qu'il faut faire. Et moi, c'est justement… Donc, prenons par exemple la question du nucléaire et du gaz. En fait, il n'y a pas un scientifique dans le groupe de scientifiques qui ont analysé et le gaz et le nucléaire qui ont dit qu'ils n'avaient pas un rôle dans le système. Ça a été absolument détourné. Ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils n'ont pas en fait le label vert, qui pouvait avoir un label autre, mais pas un label vert. Donc, ils ont effectivement évalué la complexité du système énergétique et des finances en disant, si on veut vraiment créer un système financier qui se développe au niveau de ce qui est vert, alors le gaz et le nucléaire n'ont pas de place. Mais bien sûr, ça a créé des problèmes politiques au sein de l'Allemagne qui sont contre le nucléaire, mais pour le gaz, et au sein de la France qui sont plus ou moins pour les deux. Et donc, je laisse ça là, mais je dis tout simplement que c'est complexe, effectivement. Et justement, les scientifiques avaient des objectifs très clairs. On doit avoir une neutralité carbone, on doit essayer d'avoir les objectifs de Paris, et donc, on va regarder qu'est-ce qui peut avoir un label vert. Et justement, quand on regarde et la banque d'investissement européenne et qu'on regarde aussi les données venant justement de l'Agence internationale de l'énergie, ils ont dit la même chose. Donc, tout ça pour dire que la même chose avec la Convention de Montréal. On sait très bien, nous tous qui ont travaillé dans le domaine environnemental, que c'est beaucoup plus simple quand on a une solution. La Convention de Montréal était basée sur une solution bien concrète qui n'allait pas vraiment créer des vrais problèmes au sein des pays, plutôt que ça allait être problématique pour les producteurs de ces produits. Et donc, c'était beaucoup plus simple que le changement climatique, qui est bien sûr lié à la biodiversité, qui est aussi lié à la différence entre le Sud et le Nord et le progrès économique dans ces deux pays. Et donc, pour bien comprendre cette complexité, il faut absolument amener d'autres éléments. Ce que j'essaye tout simplement de dire, c'est que malheureusement, je trouve que nos systèmes ne sont pas malheureusement construits pour vraiment essayer de comprendre cette complexité et de l'intégrer, que ce soit dans notre système de décision, au niveau des finances, au niveau de l'économie et aussi au niveau de notre gouvernance. Notre gouvernance européenne, ou même, je dirais, de l'Ouest, est basée souvent sur des cycles de 4 ans, pas sur des cycles à long terme. Donc,
quand on veut essayer d'agir au niveau de cette complexité, il faut mettre plein de différents indicateurs en jeu. Il faut regarder et les indicateurs environnementaux et sociaux et économiques en même temps. Cela prend du temps. Il faut mettre des plans à long terme. Ceci ne veut pas dire que c'est un régime communiste, parce que souvent, malheureusement, on dit des plans à long terme, c'est un régime et c'est un régime chinois. Non, c'est comment est-ce qu'on peut changer justement nos systèmes et notre pouvoir de décision pour prendre en compte ces complexités et mettre en place les structures qui vont les accepter. C'est la même chose, on l'a très bien vu avec Danone et Emmanuel Faber, au niveau des décisions des conseils d'administration qui sont toujours à court terme. Et même si on a un leader en place qui veut changer en fait ce pouvoir, qui veut essayer de mettre un plan d'action qui est à long terme, qui puisse faire entrer des finances qui soient plus dirigées vers le développement durable, il est éjecté par les financiers qui veulent avoir des profits à court terme. Donc, je crois que c'est absolument complexe et ça demande des décideurs qui, eux, sont élus pour des périodes à court terme, de vraiment comprendre cette complexité et ne pas réagir toujours à court terme. Et je crois que malheureusement, on n'y est pas encore. Même avec la Commission européenne qui a mis sur pied, et au niveau européen, avec leur pacte européen sur le pacte vert, on voit très bien que maintenant, ce qui se passe avec la taxonomie, avec le pacte, donc l'agriculture, avec plein de décisions qui sont prises, ils n'ont pas le poids au niveau européen de vraiment mettre sur pied ce qu'il faut pour rentrer dans leurs objectifs de réduction de 55%, par exemple, d'émissions à effet de serre pour 2030 ou de 2050 d'être neutre au niveau climatique. Merci, merci Sandrine. Tu mentionnais quelque chose, enfin tu mentionnais deux choses très fortes. La question de la gouvernance, qui est d'ailleurs soulevée par de nombreux experts sur la question pour gérer la crise écologique. L'incompatibilité finalement d'un calendrier de court terme qui est lié aux échéances électorales avec un calendrier de long terme qui est celui du climat et dans une mesure peut-être un peu moindre sur la biodiversité, puisqu'on peut avoir action-réaction beaucoup plus rapide sur certains secteurs, sur certains aspects de la biodiversité, ce qui n'est pas le cas pour le climat. Et cet enjeu-là, tu l'as souligné extrêmement bien. Tu as souligné un autre enjeu qui est celui de la formation. Et avant de laisser la parole à Sylvie pour répondre à cette question, j'en profite pour dire que la formation des élus est une exigence qui est en train de monter absolument partout. Hier soir, il y avait la présentation du plan de transformation de l'économie française par le Shift Project, par exemple, qui en faisait une des mesures. Je connais plusieurs organismes qui travaillent sur les questions de climat. Donc, c'est une exigence, la formation des élus, des candidats aux questions climatiques est sans doute un enjeu crucial aussi dans les questions qu'il faut aborder avec ces enjeux de gouvernance. Sylvie, comment quand on est sur les questions de biodiversité ou dans les questions de climat, comment est-ce qu'on fait pour ne pas être prisonnier de cette complexité, justement? Qu'est-ce qui explique, tu l'as dit, on l'a dit tout à l'heure, hein, il y a eu les accords de Montréal, tu les as cités, ça a été possible parce qu'effectivement, il y avait une solution, il n'y avait pas besoin de tergiverser sur 50 solutions possibles, et c'était une solution finalement technique et non pas systémique. Est-ce que à l'échelle des États, finalement, on n'est pas condamné à ne faire que des ajustements en attendant que les scientifiques, tu l'as évoqué tout à l'heure, et les opinions publiques et les entreprises poussent finalement au changement. Comment tu vois le rôle du politique et le rôle de la gouvernance et quelle serait la bonne gouvernance pour les questions climatiques et de biodiversité, les questions écologiques, je voulais dire. Ouais. Alors écoute, il y a beaucoup de questions dans ta question. Absolument. Je vais essayer de répondre point par point, ou plus exactement, je vais essayer de répondre à certaines et puis tu me corrigeras si tu veux, si j'en ai oublié. Montréal, on dit ah ouais, c'est fastoche, il y avait une seule technologie, etc. Non, c'est pas si facile que ça. Il y avait un début de technologie qui permettait de remplacer les hydrofluorocarbures qui, à l'époque, étaient les technologies pointées du doigt. Et ce qui a été fait à Montréal, c'est la bonne recette pour tout, je dirais. Ça a été de se mettre d'accord parce qu'on savait que c'était
potentiellement possible, mais la technologie n'était pas diffusée, elle commençait à être prête. Et une technologie pour qu'elle se mette en route du jour au lendemain, ça n'existe pas. Ça met un certain nombre d'années à se diffuser parce qu'en général, elle est très chère au départ, donc il faut avoir un certain volume pour la diminuer. Donc ce qui a été fait à Montréal, c'est de donner des échéances justement de long terme ou de moyen terme. On n'a pas dit on ne met plus de CFC demain matin parce que c'était de toute façon pas réaliste. Or, d'un point de vue scientifique, ça aurait été souhaitable. C'est là la différence que j'ai avec Sandrine, c'est que ce n'est pas parce que c'est souhaitable et juste sur le plan scientifique que sur le plan de la réalité politique et économique, c'est ce qu'il faut faire. Ça n'aurait tout simplement pas été fait. Et le fait est que très souvent, précisément, on a désormais tendance, les politiques ont tendance à prendre des engagements parce que ça fait bien, parce qu'on est pressuré par aussi bien les rapports scientifiques que l'opinion publique, mais on sait que ça n'est pas acceptable et que ça n'est pas faisable. Et donc, du coup, tout le monde se casse la figure. Et on dit, ah, regardez, personne n'a tenu ses engagements. Moi, je suis pour avoir des engagements qui soient réalistes et avoir des politiques. Leur rôle, c'est d'être volontariste, effectivement, d'envoyer des signaux de long terme, de comprendre comment fonctionnent les entreprises. Les entreprises, si elles voient que dans 15 ans, elles n'ont plus droit à cette technologie-là, immédiatement, elles vont se mettre à travailler, aussi bien en termes de recherche qu'en termes de mise en œuvre. Une usine, ça ne se construit pas en 6 mois, n'est-ce pas? Donc, elles vont faire ce qu'il faut pour que dans 15 ans, effectivement, il n'y ait plus besoin de cette technologie-là. Typiquement, à l'accord de Paris, on est en train de parler du nucléaire, etc. Moi, j'ai quand même un point sur le nucléaire. Je pense qu'effectivement, la question du gaz est un chantage, sans doute politique. Je vais un petit peu loin, mais bon, en tout cas, c'était un donnant-donnant. Le nucléaire, sur le plan du gaz à effet de serre, est incontestable. Après qu'on dise qu'il n'est pas vert d'un point de vue environnemental, je suis 300% d'accord. En l'occurrence, il faut se poser la question de savoir à quoi va servir la taxonomie. La taxonomie, elle va permettre à des investisseurs de pouvoir marquer qu'ils ont un label vert lorsqu'ils investissent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'investissement sera probablement un peu moins cher. Il sera de meilleure qualité, si je puis dire. Il sera de la même qualité que pour une énergie renouvelable, etc. En revanche, le charbon n'ayant pas de label, personne ne va avoir envie, à terme, on espère, d'investir dans des fonds qui seront marrons et qui n'auront pas ce label vert. Donc la taxonomie, elle sert à orienter les investissements. Si demain, on se dit il ne faut plus aucun investissement pour le nucléaire et on peut réussir la transition écologique, sans doute en se passant totalement du nucléaire, du charbon, du gaz et du fioul, alors moi je suis effectivement pour. La taxonomie doit permettre d'enlever petit à petit ces investissements-là. Mais si on se dit on a besoin de ces investissements encore parce qu'on est dans une période de transition, qu'on n'a pas trouvé comment stocker les énergies renouvelables, et j'espère vraiment que ce sera la révolution, je dirais, prochaine, eh bien, on a besoin, à titre de transition, de cette énergie nucléaire-là, alors il faut qu'elle soit, je trouve, dans la taxonomie. Et encore une fois, ça n'est pas être pro-nucléaire. Moi, je ne demande qu'une chose, c'est qu'on arrive à sortir de cette énergie qui est dangereuse, évidemment, sous certaines conditions. Mais on n'a pas trouvé autre chose. Et donc, dans les arbitrages, et c'est là la complexité du monde politique, on est typiquement en face de ça. Eh bien, dans les arbitrages à faire, et ça, ce sont les politiques qui doivent le faire. Et qu'ils soient élus, alors je suis d'accord que s'ils étaient élus à vie, sans doute on y gagnerait sur le plan environnemental, mais je pense qu'on perdrait en termes démocratiques est trop élevé. Là aussi, on est en termes, je suis un peu provocatrice, hein, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a tous envie d'une gouvernance de long terme, mais la responsabilité des élus qui sont élus à 5 ans, 4 ans ou 7, c'est de faire quand même pendant leur quinquennat ou autre, ce qui doit être fait sur le long terme. Et c'est bien pour ça que ce soit en Europe ou en France, on a des plans de décarbonation long terme. Je suis désolée, ils existent et on a un plan de décarbonation. Et le package actuel et ce que doit aujourd'hui faire l'Europe, c'est de voter, de se mettre d'accord sur comment on arrive à moins 55% en 2030. Donc on ne peut pas dire qu'on n'y est pas puisqu'on est en train de le négocier.
attendons de voir si on y arrive à le négocier. Ça prend un certain temps parce qu'effectivement, tous les pays ne sont pas d'accord. C'est la difficulté de la gouvernance, c'est qu'il faut mettre tous les pays autour de la table sur le même plan. Alors, je ne suis pas en train de dire que tout est beau dans le meilleur des mondes, et évidemment qu'il y a des résistances, mais je trouve que à ne pas en tenir compte et à ne pas tenir compte aussi des impacts sociaux que tout ça peut avoir, je ne parle même pas des impacts économiques, je parle vraiment des impacts sociaux, et bien on a les gilets jaunes, en gros. Moi, je suis une fervente défensrice d'une taxe carbone élevée et qui augmente avec le temps parce que c'est la seule façon de régler les questions de climat. Mais on a vu ce que ça a donné lorsque ça a été fait un peu précipitamment. Alors après, évidemment, tout le monde a dit « Ah, mais il faut donner des compensations sociales, etc. etc. » Ça n'est pas si évident. Bien sûr qu'il faut le faire, mais ça n'est pas si évident d'aller redonner à chacun et de savoir exactement comment tout cela va être impacté. Donc, ce sont des choses qui sont effectivement, ça fait partie du réalisme et de la complexité politique que d'être capable de faire ça, mais ça ne sont pas, ce que je veux dire, c'est que ce ne sont pas des recettes magiques. Et moi, ce que je vois personnellement, c'est que l'Europe, de façon générale, et singulièrement la France en Europe, fait partie des pays qui sont le plus à l'avant-garde sur ces sujets-là. Il n'y a pas d'autres pays qui vont aussi vite dans la révolution actuelle que nous sommes en train de vivre. Ça ne va pas assez vite. Je suis aussi frustrée que la plupart des gens qui sont très en faveur de l'environnement, mais ça fait quand même partie des pays qui vont le plus vite. Or, quand on négocie sur un plan international, on négocie avec des pays qui n'en sont mais vraiment pas du tout là. Donc, il faut aussi tenir compte de cette réalité politique, parce que sinon, de toute façon, eh bien, on ne peut pas faire grand-chose, quoi. Il faut amener tout le monde ensemble, voilà. Et la responsabilité, encore une fois, pardon, des politiques, c'est de poser le cap à long terme pour que ça soit clair pour les citoyens, d'une part, et pour les entreprises. Ça, c'est leur responsabilité, et de poser des jalons à moyen terme et à court terme sur comment on y arrive. C'est peut-être l'occasion, Sandrine, de répondre, de nous dire un peu comment justement le Club de Rome travaille, parce que finalement tout le monde connaît le Club de Rome historiquement, peut-être moins, tout le monde n'est pas forcément familier sur ce que aujourd'hui fait le Club de Rome aujourd'hui, et peut-être comment il travaille avec des élus, des gouvernements, des organisations pour avancer dans cette transition. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, absolument. Et je dirais aussi que justement, toute cette complexité que Sylvie vient d'évoquer, même si on n'est pas toujours d'accord sur tout, je crois que ce que le Club de Rome a compris en 50 ans, c'est que juste avoir les données scientifiques ne vont pas changer le monde, et c'est ce qu'on dit effectivement. Par contre, je ne crois pas qu'on amènera tout le monde sur ce challenge, en fait. D'abord, c'est le plus gros problème existentiel. Donc, ce que souvent on parle du changement climatique ou de la perte de biodiversité, ou bien on parle du fait que ceci est un challenge environnemental, absolument pas. Ceci est le plus gros challenge au niveau de l'humanité, de la survie de l'humanité. Donc oui, il y a des décisions qui vont devoir être prises qui ne sont pas nécessairement acceptées par tout le monde. Et il y a beaucoup, par exemple, si on reprend juste ce petit parcours de la taxonomie que je vais juste vite évoquer, il y a eu, je ne sais pas combien d'investisseurs qui ont dit ne mettez pas le nucléaire et le vert dans une taxonomie verte, on ne le veut pas. Il y a d'autres systèmes, par exemple, même en Chine, même en Corée, il y a maintenant une nouvelle norme internationale qui n'inclut pas le nucléaire et le gaz. Donc, ce que je veux juste démontrer, et on peut être pro, contre, n'importe quoi. Moi, j'ai travaillé sur un site nucléaire pendant 3 ans et j'ai travaillé avec des gaziers. Donc, je ne suis pas contre. Ce que je dis tout simplement, c'est que ceci est vraiment symbolique de cette complexité et du fait qu'un outil qui devait justement éclairer comment on allait shifter le capital a été prise par vraiment des décisions politiques, des deux côtés, l'Allemagne et la France. Et que ça, c'est dommage. Et donc, pour essayer de comprendre mieux comment on va faire face à ceci, on a créé en fait ce projet qui s'appelle Earth for All, qui justement regarde les leviers nécessaires pour avoir les bons arguments pour que les pays puissent être plus courageux dans leurs décisions. Que c'est pas
si simple que ça, comme on parlait des gilets jaunes. Moi, je crois que ce qui s'est passé avec les gilets jaunes, c'était malheureusement une mauvaise décision d'augmenter en fait le prix du diesel sans diminuer le prix de quelque chose d'autre et de bien expliquer en fait aux Français que peut-être il y aurait quelque chose de négatif de ce côté-ci, mais quelque chose de positif, que ce soit au niveau de leur taxation personnelle, etc. Tous ces enjeux sont complexes et doivent être mieux expliqués. C'est ce qu'on fait dans l'Earth for All. On a décidé en fait de regarder que sont les enjeux systémiques et leurs intégrations pour qu'on puisse comprendre mieux quels sont les leviers pour aider les politiciens à prendre les bonnes décisions. On a une équipe comment on dit ça, modelers, je ne sais pas comment dire ça en français en fait, de design, oui, enfin ce sont des scientifiques, mais qui font des modèles de différents scénarios et qui regardent en fait les enjeux entre l'inégalité, le changement de population, parce qu'on a une population qui va accroître dans le sud, mais qui change totalement au niveau du nord, les différents enjeux à ce niveau-là, les enjeux au niveau de la pauvreté, et puis si on voulait regarder deux systèmes clés dans notre survie, l'énergie et l'alimentation, comment est-ce qu'on peut prendre en compte toutes ces autres pressions d'inégalité, de pauvreté, de tension qu'on voit, et quels sont alors les leviers pour changer? Type de taxation, type de changement de structure de gouvernance, à tout niveau, et international, local et aussi national. Et ça, donc, c'est ce qu'on est en train de faire avec des économistes, des scientifiques du monde entier pour justement revenir à cette complexité, ne pas l'utiliser comme excuse, mais commencer à comprendre où on peut mieux optimiser les interactions entre les différents systèmes, prendre des meilleures décisions et vraiment confronter en fait ce qu'on appelle ces grosses barrières planétaires qui sont devant nous parce qu'on voit très clairement qu'on a le changement climatique, qu'on aura de plus en plus de chaos et de problèmes liés à cela. Peut-être la dernière chose, comme Lord Stern et d'autres l'ont dit, le coût est beaucoup moindre si on investit maintenant, et ça fait déjà 10 ans que certains économistes le disent et on ne le fait pas. Il faut vraiment bien investir et optimiser ces interactions entre les différents systèmes. Et on peut déjà voir des exemples extraordinaires par exemple, l'économie du donut et ce que Kate Raworth, économiste, est en train de construire avec des localités et différents villages et villes. On peut le voir par les gouvernements Ouigo qui, en fait, sont dirigés plutôt par des femmes, en Finlande, Nouvelle-Zélande, Écosse, Islande et aussi le Pays de Galles, où là, en fait, ils ont mis sur pied une économie qui n'est pas dirigée que par le PNB, mais une économie qui est dirigée par d'autres indicateurs, qui prend en compte les indicateurs du bien-être. Et là, ça commence à fonctionner. Dernier point, ce qu'on voit dans tous ces cas, c'est une meilleure communication avec le citoyen, une façon aussi de prendre la conscientisation du Covid, le fait que le citoyen comprend qu'il faut revenir à l'essentiel post-Covid et essayer alors de créer des solutions pour le citoyen à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment le bottom-up et le top-down. Merci Sandrine. Avant, je vois, l'heure tourne malheureusement parce que on aimerait vous poser 20 questions. Je vais en poser une dernière et puis si on a le temps, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat pour que je puisse les relayer. On a évoqué la question de la complexité, la question de la gouvernance. Je voudrais revenir un petit peu sur cette question de gouvernance parce qu'il y a une chose qu'on n'a pas évoquée, c'est la répartition finalement des responsabilités. Répartition, alors tu l'as un petit peu évoqué, mais nord-sud et répartition entre les intérêts publics et les intérêts privés. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a une gouvernance mondiale qui doit répondre à un problème mondial, la crise écologique, puisqu'elle ne s'arrête pas à nos frontières. Or, les acteurs qui sont engagés par cette transformation sont certes les États et leurs citoyens, mais ce sont aussi de plus en plus des grandes sociétés, puisqu'on le sait aujourd'hui, certaines grandes les revenus de grands groupes industriels dépassent le revenu de certains États et ont une empreinte écologique supérieure à celle de certains États.
Or, aujourd'hui, ce sont, et ces règles de la gouvernance, ce sont donc les États qui fixent les règles internationales et donc qui n'ont pas prise, évidemment, sur ces intérêts privés. Sylvie, est-ce que tu peux nous dire comment ça se passe, comment est-ce qu'on peut faire évoluer les choses, comment est-ce qu'on peut faire en sorte comment cette complexité de la crise écologique et les limites qu'elle souligne de la gouvernance mondiale, comment est-ce que on pourrait faire évoluer les faire évoluer pour justement tenir compte de cette nouvelle géographie à la fois économique des intérêts. Comment est-ce qu'on fait pour que on n'ait pas un système de gouvernance qui finalement n'est pas prise sur la réalité la réalité économique et donc des impacts écologiques? Alors, d'abord, je pense qu'il faut relativiser quand on dit un système de gouvernance qui n'a pas prise. Toutes les entreprises ont des sièges sociaux quelque part, dans un pays ou dans un autre, et toutes les entreprises travaillent dans des pays, et les lois de ces pays s'appliquent aux entreprises. On ne va pas aller utiliser le droit du travail, je ne sais pas, d'un autre pays lorsqu'on travaille en France. Donc, les entreprises sont soumises au droit. Donc, ce serait une erreur que d'imaginer que les gouvernements n'ont pas prise et s'abriter derrière ça pour justifier je ne sais trop quelle inaction, encore une fois. Moi, je ne crois pas. Enfin, et c'est d'ailleurs toute la force des gouvernements et tout je dirais, leur responsabilité que d'être capable d'imposer aux entreprises un certain nombre de responsabilités, je dirais, sociales et environnementales. La difficulté, c'est qu'on n'a pas des États qui ont tous le même niveau d'ambition. Donc évidemment, une entreprise dont le siège social va être dans un pays qui n'a pas beaucoup d'ambition n'aura évidemment pas globalement une stratégie de décarbonation, par exemple, qui sera compatible avec ce que nous, on souhaiterait voir. Mais malheureusement, nous, on n'est que la France. Voilà. D'où l'intérêt. Alors, ça, c'est la première chose. Donc, moi, je crois que, donc, du coup, l'essentiel, et d'où l'intérêt de ces négociations multilatérales, d'où l'importance de la pression de l'opinion publique mondiale et pas dans un pays. Je dirais qu'en France, on a beaucoup de pression des ONG et de l'opinion publique, alors qu'on est un des pays les plus ambitieux au monde, qui a probablement fait la plus grande révolution depuis les 10 dernières années. Et en réalité, il faudrait que la pression s'exerce dans des pays. J'aurais aimé qu'il y ait autant de pression sous Trump aux États-Unis. Et c'est une catastrophe, en fait. Donc, ça, c'est quand même un des points importants. La deuxième chose, c'est qu'on dit ça dépasse les États et donc ça ne va pas. Oui et non, ça ne va pas si les entreprises n'ont aucune conscience. Mais en réalité aussi, ce qui s'est passé, je pense, depuis la COP21, en tout cas pour le climat, c'est tout à fait exact, et c'est en train d'arriver sur la biodiversité, c'est qu'on a quand même un certain nombre de patrons, et pas que Emmanuel Faber, même si on le cite toujours, et je suis d'accord, c'est une grande admiratrice, mais il n'y a pas que lui, pour commencer à bouger. Et ça a commencé à bouger secteur par secteur, ça a bougé aussi dans le secteur financier. Et on a aujourd'hui, grâce au One Planet Summit, enfin, un certain nombre justement de moments, un peu comme le grand défi, de moments clés où, au fond, les gens viennent et se sentent obligés de s'engager. Et c'est très important. Alors, souvent, on brocarde un peu ces grands événements, ces grandes messes, etc. Oui, c'est pas faux, mais il y a aussi quand même des vertus, et la vertu, c'est d'obliger les gens à s'engager sur des choses précises. Et en l'occurrence, les financiers, par exemple, et les fonds de pension, les plus grands fonds de pension, se sont engagés il y a un certain nombre d'années à regarder les 100 plus grands émetteurs en matière climatique et à leur demander la façon dont ils vont s'engager sur une trajectoire de long terme bas carbone, enfin de long terme et de court terme hein, d'ailleurs. Eh bien ça, je peux vous assurer que c'est une autre façon, si vous voulez, de prendre un relais, enfin, c'est un autre moyen de pression sur les grandes entreprises. Donc, tout à l'heure, je disais, les grandes entreprises, elles ont des sièges sociaux et donc il y a les lois nationales auxquelles elles sont obligées de se conformer. Mais on a aussi tout un mouvement dans le monde du business et dans le monde financier qui va aussi pousser les grandes entreprises. Donc, si ça marche, moi, je sais que le jour où j'ai vu cette coalition se monter, je me suis dit, tiens, ça, c'est quelque chose qui peut changer le monde. Si on s'attaque aux 100 plus gros pollueurs et que les financiers font vraiment ce qu'ils disent, c'est-à-dire demanderont à ce que ces pollueurs s'engagent sur une trajectoire qui sera compatible avec l'accord de Paris, eh bien, ça a
pas mal d'influence. Voilà. Donc ça, je dirais, voilà comment fonctionne aussi la gouvernance mondiale. Et même chose, par exemple, pour les collectivités locales. Les collectivités locales qui sont évidemment parfois qui ont une forme d'autonomie, mais n'oublions pas quand même que tout ça s'insère dans une constitution et dans des lois, donc elles ne sont pas indépendantes d'un pays, mais elles ont un peu d'autonomie. Mais en même temps, moi je trouve que c'est une bonne chose. Les collectivités locales et les grandes villes se sont engagées de façon très volontariste par rapport au climat à l'occasion de la COP21, l'ont fait depuis. Il y a des coalitions comme ICLEI ou C40, etc., qui sont les plus grandes villes du monde, qui s'engagent sur des trajectoires de décarbonation. Et bien, tant mieux, c'est formidable. Il ne faut pas non plus qu'on ait une vision trop jacobine en France, à se dire, mon Dieu, si ce n'est pas contrôlé par un gouvernement, ça ne va pas se faire. Mais non, au contraire. Et de même que les citoyens ont leur rôle à jouer. Certes, un rôle qui ne remplacera pas celui d'un gouvernement, mais si moi demain je décide de ne plus manger de viande et d'éviter de prendre ma voiture, bien, j'ai un rôle, j'ai un impact concret. Et si tout le monde le fait, ça aura un impact concret. Donc c'est bien que l'ensemble des décisions n'appartiennent pas seulement au gouvernement, mais les gouvernements, évidemment, ont un rôle prépondérant à jouer. Merci Sylvie, parce que tu fais un vrai plaidoyer pour le grand défi, puisqu'on croit précisément que c'est à chacun de s'emparer de ses responsabilités. On croit profondément que les entreprises, enfin qu'il n'y a pas les bonnes et les mauvaises entreprises, qu'il y a des entreprises qui avancent à des rythmes différents, etc. Et on veut créer le mouvement en s'appuyant sur celles évidemment qui avancent et qui peuvent emmener les autres. Et on croit profondément au rôle des territoires dans l'accompagnement des entreprises et dans la concertation. C'est pour ça qu'on les associe au processus. Donc oui, on est parfaitement aligné sur cette vision. Dans les discussions qu'on a pu avoir avec Sandrine il y a pas si longtemps, tu évoquais, Sandrine, une des choses qui apparaît dans les négociations internationales, et on l'a encore vu à Glasgow sur les questions climatiques, c'est finalement la réémergence, si tant est qu'elle ait pu disparaître, de la fracture nord-sud. C'est-à-dire que la contrainte qui pèse, les impacts de la crise climatique et la contrainte qui pèse sur ces pays aujourd'hui, finalement, est disproportionnée par rapport à leur responsabilité historique dans le réchauffement. Ça, c'est une chose. Et par ailleurs, leurs besoins, leurs demandes, les enjeux auxquels elles doivent faire face, et en particulier, tu l'as évoqué, la croissance démographique, n'a évidemment rien à voir avec les enjeux que doivent affronter aujourd'hui des pays très développés comme en Amérique du Nord ou en Europe. Est-ce que tu peux développer justement sur qu'est-ce qui se joue dans cette fracture nord-sud? Enfin, comment est-ce qu'on peut dépasser et comment est-ce qu'on pourrait dépasser cette difficulté qu'on a finalement à prendre en compte des situations qui sont très différentes entre les pays du Nord et les pays du Sud? On leur demande de s'engager également, alors qu'en réalité les situations sont très différentes. Oui, non, absolument. Et je crois que c'est ça le plus gros problème. Et Sylvie l'évoque au niveau de la sens de la responsabilité. Bon, moi, je dirais que d'abord, le Nord est responsable pour la plupart de la pollution qu'on voit aujourd'hui et la destruction de certaines ressources. Et on peut parler en fait de notre passé colonialiste et la façon dont on a vraiment utilisé les ressources du monde pour continuer à croître nous-mêmes dans nos économies. Maintenant, comment peut-on alors agir ? Et je crois que pour ça, il faut regarder avec la FMI, il faut regarder avec la Banque mondiale, pour essayer d'abord de voir comment on peut équilibrer les choses. Parce que si on regarde au niveau de la profondeur des dépendances financières de ces pays, c'est impossible qu'ils puissent vraiment sortir en fait de leur pauvreté. Et si on veut travailler avec les pays les plus pauvres et vulnérables aussi aux impacts du changement climatique et de la perte de biodiversité, il faut regarder l'élimination de la dette, il faut penser à une redistribution non seulement dans nos économies au niveau de la richesse, mais aussi entre le Nord et le Sud. Et malheureusement, quand on regarde par exemple la COP à Glasgow, la simple déclaration de fonds pour les pays les plus pauvres, ne pas avoir un accord. Encore une fois là-dessus, ça fait 5 ans qu'on en parle depuis Paris, démontre très clairement aux pays du Sud qu'on n'est pas prêt non plus à assumer notre responsabilité. Et bien sûr, c'est complexe parce qu'il y a de la corruption et qu'il y a des difficultés, des discussions qu'il faut avoir.
Mais encore une fois, le fait que chaque fois on laisse entrer cette argumentation de complexité veut dire qu'on n'arrive pas à vraiment diminuer en fait cet enjeu avec le Sud et travailler avec les pays du Sud comme il faut. Il faudra qu'on paye pour les pays du Sud. Il n'y a rien à faire. Et oui, ça va coûter. Et oui, ça va être difficile. Donc, c'est pour ça que je reviens justement dans cette modélisation systémique qu'on fait entre le Nord et le Sud. Et on fera une analyse par région au niveau international et aussi au niveau national. On regarde justement ces différents enjeux, la difficulté en fait du système économique pour l'instant et du système de gouvernance qui continue à ne pas vraiment prendre en compte les vrais besoins du Sud et comment est-ce qu'on peut rectifier le tir. Et pour ça, il faudra aussi des leaders dans l'Ouest qui auront le courage de dire OK et un peu d'introspection. Il faut qu'on travaille ensemble pour bien le faire. Il y a des bons cas où on voit maintenant des changements économiques, technologiques, où en fait il y a de l'aide, pas au développement, mais de l'aide à une façon de progresser l'économie dans certains pays. Mais il faut vraiment augmenter cette aide et il faut augmenter aussi le transfert technologique et le transfert des compétences, parce que ça, c'est très important. Donc, beaucoup d'enjeux, il y a des solutions. La plupart du temps, on les connaît. On sait qu'on peut changer le capital. On a l'argent. Les investisseurs le disent. Mais il faut mieux optimiser l'argent, le capital, pour qu'on puisse vraiment changer les choses pour la plupart des gens dans le monde, des citoyens et pour la planète. Donc, ce qu'on appelle en anglais People, Planet and Prosperity. Les 3P. Merci Sandrine. Une dernière question parce que avec même en dépit du retard qu'on a pris pour débuter cet entretien, j'avais envie de vous poser une dernière question à toutes les deux avec qui appelle éventuellement des réponses courtes. C'est finalement, est-ce que aujourd'hui, avec votre regard éclairé, votre regard éclairant pour ceux qui vous écoutent, votre regard de spécialiste aussi, est-ce que vous êtes plutôt inquiète d'une et l'autre ou plutôt confiante dans la capacité de la communauté internationale, pour reprendre ce terme valise, à traiter la crise écologique et à en sortir. Alors la traiter, de toute façon, on n'aura pas le choix. La question c'est comment on va la traiter, à quel prix, et d'en sortir par le haut, en fait. On sait qu'il y a des crises qui emmènent vers historiquement vers des chutes de civilisation, d'autres au contraire qui s'appellent la Renaissance, par exemple. On peut imaginer différents scénarios de sortie de crise. Est-ce que vous êtes plutôt confiante, inquiète, vous attendez, voilà. Sylvie, vas-y, dis-nous. Comment tu te sens? Je suis inquiète et confiante à la fois. Je ne peux pas te répondre autrement. Sinon, j'arrêterais d'être là où je suis. Je suis inquiète et c'est ce qui motive évidemment l'action. Et je suis confiante parce que je pense que c'est encore faisable, en tout cas sur un certain nombre de sujets, d'arriver à résoudre les problèmes que nous avons devant nous. Et que quand on regarde la révolution qu'on est capable d'avoir sur tout un tas de sujets, et qu'on a eu depuis 20 ans ou 40 ans sur la révolution de nos modes de vie, on doit être capable de faire la même chose sur les 40 années qui viennent. Simplement, aujourd'hui, on manque peut-être aussi un peu d'imagination sur à quoi ça peut ressembler. Et on nous fait aussi tellement voir les aspects négatifs potentiels qu'on n'arrive pas à s'imaginer un futur radieux après, dans la transition. On a l'impression que tout cela peut n'être que pénible. Et je crois que ça fait aussi partie de notre responsabilité que de montrer qu'effectivement, il peut y avoir un avenir différent et qui ne sera pas forcément catastrophique. Mais cela dit, ce n'est pas simple, hein, et je continue de le dire. Et si on avait tous la recette miracle, je pense qu'il n'y a aucune raison qu'elle ne soit pas mise en œuvre. Merci Sylvie. Et toi Sandrine, alors? Oui, non, je suis aussi optimiste et inquiète. Donc, comme Sylvie, je ne me réveillerai pas chaque matin si je trouvais que ce serait tout à fait dérisoire. On a maintenant des futures alternatives. On est en train de pouvoir démontrer cela, je crois, aux citoyens, aux décideurs. C'est ce qu'il faut qu'on fasse, parce que je suis d'accord avec Sylvie. Si on démontre que le désespoir, on ne pourra jamais avancer. Mais il faut être réaliste.
il faut démontrer aussi les complexités, les difficultés. Il faut trouver des solutions quand on peut. Et en plus de cela, je dirais qu'il faut absolument augmenter le dialogue intergénérationnel, le dialogue aussi entre différents secteurs, mettre sur pied des partenariats qui sont vraiment différents, qui sont plus radicaux, qui vont essayer de rentrer dans des difficultés mais trouver des solutions. Pour moi, ça, c'est excitant. Et je vais peut-être terminer avec le challenge qu'on a eu de Jane Goodall plusieurs fois. Elle dit très clairement, l'être humain est l'espèce la plus intelligente. Bon, jusqu'à présent, on a un peu foutu les choses en l'air, ça c'est clair. Mais elle dit, ce n'est pas l'espèce la plus sage. En anglais, c'est wise. Utiliser sa sagesse. Et donc, moi, j'aimerais bien qu'on arrête d'être soi-disant le plus intelligent, mettre notre ego de côté, repenser à ce que c'est d'être un être humain parmi d'autres espèces et sur cette planète. Et je suis convaincue que ce sera un futur de bonheur parce que notre société pour l'instant est malade à plusieurs égards. On a le plus haut taux de maladie mentale qu'on n'a jamais eu. On a les millénials qui en fait gagnent moins que leurs parents. Et on a aussi le suicide qui est en train de croître. Et une anxiété latente, que ce soit post-Covid ou avec cette anxiété climatique. Donc, moi, je crois que si on revient aux vraies valeurs, on arrivera vraiment à créer une humanité qui est humaine et qui revient en fait vers les bases les plus importantes. Merci Sandrine. Merci Sylvie. Je vous invite à aller sur le site du Club de Rome où vous pourrez regarder tout ce dont Sandrine a parlé, et en particulier ce programme qui s'appelle Earth for All. Et puis bon courage Sylvie pour cette mission qui est la tienne dans les prochains mois. On compte sur toi. Je vous remercie tous d'avoir été là. Je vous invite aussi à regarder notre page LinkedIn, où vous y abonnez pour connaître les prochains grands lives. Vous vous abonnez aussi à notre newsletter. Notre site, c'est www.legranddéfi.org. Et puis, je vous donne rendez-vous dans 8 jours exactement, puisque nous aurons un nouveau grand live, cette fois avec Arthur Leboeuf, qui est le cofondateur de Time for the Planet, et avec Arthur Gosset, qui est l'auteur du film Rupture, que je vois qui a été cité dans le chat. Donc cette fois, parole à la jeunesse, non pas qu'on soit... c'est pas une maladresse de ma part, mais ce sont deux jeunes hommes absolument ambitieux, absolument géniaux, qui inventent, qui renouvellent la pensée autour de la transition, qui apportent aussi beaucoup de profondeur à la réflexion et de nouveauté à la réflexion. Donc rendez-vous dans 8 jours pour les écouter. Vous pouvez retrouver ce live sur notre page, et n'hésitez pas à le partager. En tout cas, merci Sandrine et Sylvie. J'étais vraiment ravie de vous entendre, et je suis sûre que tous ceux qui nous ont écoutés aussi. Et encore désolée pour le petit bug d'introduction. On fera mieux la prochaine fois. Bon appétit à tous et à bientôt. Merci Virginie. Au revoir Sylvie. Merci. Au revoir. Au revoir Sandrine.